Tu dis que tu as tourné la page, que tu veux avancer, alors dis-moi, pourquoi cette personne te revient-elle chaque jour? Pourquoi, alors même que tu sais qu'elle t'a trahi, son souvenir te hante-t-il encore? Pourquoi chaque alerte sur ton téléphone fait-elle bondir ton cœur dans l'espoir vain qu'il s'agisse d'elle malgré tout? Ne te berce plus d'illusions. Ce n'est pas la personne que tu regrettes, mais l'image idéalisée que tu avais projetée sur elle. L'illusion d'un amour parfait, le reflet de ce que tu souhaitais qu'elle soit. Carl Jung affirmait que ce que nous refusons d'affronter en nous-mêmes se présente comme notre destin. Et peut-être est-ce exactement ce qui t'arrive maintenant. Tu ne fais pas qu'expérimenter un chagrin. Tu fais face à un miroir qui révèle des aspects de toi que tu n'as jamais eu le courage d'explorer. Oublie les solutions faciles et les conseils creux. Ici, la vérité fera mal, ravivera des blessures que tu croyais refermées, mais elle te libérera aussi. Trop souvent, ce que nous appelons amour n'est que notre ombre accrochée à quelqu'un qui nourrit nos plaies non cicatrisées. C'est ton inconscient qui quémande reconnaissance, même si cela signifie demeurer prisonnier de celui ou celle qui te détruit. Ce n'est pas l'amour, c'est l'enfermement. Et si je te disais que cet attachement, cette douleur, cette angoisse que tu ressens à chaque ignorance ou rejet n'ont rien à voir avec cette personne, mais tout à voir avec ce que tu n'as pas encore découvert en toi? Je vais te guider dans un voyage profond et transformatif. Nous explorerons les mécanismes cachés de ton esprit. Nous comprendrons pourquoi tu t'accroches à ceux qui te blessent et surtout, comment commencer à te libérer. Prépare-toi toutefois. Ce que tu t'apprêtes à entendre ne sera pas facile, car la vérité ne l'est jamais. C'est en l'affrontant que tu cesseras de mendier l'amour et commenceras à te retrouver. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu te sens si lié à quelqu'un qui, à maintes reprises, t'a prouvé qu'il ne te valait pas? Pourquoi, malgré des promesses brisées, des manipulations et des nuits blanches baignées de larmes, une part de toi continue de rechercher sa validation? La réponse ne se trouve pas chez l'autre, mais enfouie dans les profondeurs de ta psyché. Jung comprit que les relations ne sont pas de simples échanges entre deux êtres distincts, mais des miroirs complexes qui reflètent notre univers inconscient. Quand nous créons des liens intenses, nous ne voyons que rarement l'autre tel qu'il est. Nous projetons sur lui des fragments de notre propre âme, perdus au fil de notre existence. C'est ce que Jung appelait la projection psychologique. Tu n'es pas attaché à la personne réelle, mais à ce qu'elle symbolise dans ton paysage intérieur. Peut-être a-t-elle incarné, ne fût-ce qu'un instant, une qualité de ton anima ou de ton animus, ces images primordiales d'énergie féminine et masculine qui résident dans ton inconscient. Elles représentent ce dont tu te sens incomplet sans. Le danger se manifeste lorsque cette projection engendre une illusion si puissante que tu confonds dépendance psychologique et amour authentique. Ce qui commence par une attraction glisse rapidement vers l'obsession quand la personne réelle ne correspond jamais à l'image parfaite que tu as construite. C'est à ce moment-là que le cycle douloureux démarre. Tu sacrifies tes limites, tu justifies le maltraitance, tu offres ta dignité pour maintenir un lien qui existe surtout dans ton imagination. Ce n'a jamais été un véritable amour, mais un besoin inconscient enveloppé de fantasmes romantiques. Tant que tu continueras à chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur, tu resteras esclave de la validation d'autrui. Tu analyseras chaque message, interpréteras ses silences comme des preuves de profondeur, évalueras ta valeur selon son attention fugitive. Car au fond de toi, ton inconscient croit que sans son approbation, tu es incomplet. Jung avertissait, « Jusqu'à ce que tu rendes conscient ton inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Il ne s'agit pas d'une malchance amoureuse, mais d'un programme caché générant des résultats prévisibles. Comment briser cette prison psychologique? Comment cesser de donner ton pouvoir à qui ne le mérite pas? D'abord, reconnais la quête inconsciente d'approbation externe et le prix dévastateur que tu paies en trahissant ton être authentique.
Tu as appris bien trop tôt qu'il fallait plaire pour être aimé, être irréprochable, silencieux, inlassablement indulgent pour mériter l'attention. Ce schéma ne date pas de ta dernière rupture. Il s'est forgé dans des relations formatrices qui t'ont enseigné qu'il fallait effacer pour recevoir l'amour. On appelle persona ce mécanisme adaptatif, cette fausse identité sociale créée pour fonctionner au sein de la société. Utile à l'extérieur, mais mortifère si tu l'identifies comme ton unique réalité. C'est ce qui se produit dans les relations marquées par la dépendance émotionnelle et l'attachement déséquilibré. Tu tamises ta lumière pour ne pas effrayer l'autre. Tu avales tes besoins. Tu étouffes ton intuition pour éviter son retrait. Tu deviens plus petit, plus discret, plus accommodant. Tu te plies à des espaces de plus en plus étroits. Et les rares marques de tendresse qu'il ou elle te concède ne suffisent jamais à combler le vide laissé par ta propre renonciation. C'est comme verser de l'eau dans un récipient sans fond. Ce vide ne trahit pas un manque pour cette personne, mais le deuil des parts de toi sacrifiées sur l'autel de son approbation. Tant que ta valeur dépendra de leur regard, chaque silence deviendra crise existentielle, chaque mot non rendu un rejet, chaque critique un poignard au cœur. Là s'enracine l'angoisse, ce serrement de poitrine, ces nuits blanches à ruminer, cette compulsion à vérifier sans cesse ton téléphone, cette hypervigilance à chercher un signe de désaveu. Le plus terrifiant n'est pas de les perdre, mais de réaliser que tu t'es toi-même perdu en tentant de préserver un lien qui demandait ta trahison dès le départ. Pourtant, cette angoisse n'est pas ton ennemi, c'est un messager, un symptôme du conflit intérieur dont tu souffres. Des parts de ton « toi » authentique luttent pour émerger, tandis que tu les repousses dans l'ombre pour entretenir un attachement fondé sur le sacrifice. Ce que tu nommes anxiété n'est pas un simple malaise émotionnel. C'est le cri étouffé de ce que tu as nié, rejeté, amputé sous prétexte d'amour. C'est ton âme qui t'avertit que tu vis une illusion psychologique dont le prix est trop élevé. L'alarme de l'âme survient comme un orage annonçant la transformation. Cette même anxiété que tu cherchais à étouffer deviendra la boussole te ramenant vers toi. Mais il faut d'abord que tu acceptes de l'écouter. La psyché humaine est plurielle et a besoin d'harmonie pour fonctionner. Quand tu étouffes tes besoins et tes limites pour préserver une relation, cette harmonie éclate et la fragmentation interne se manifeste sous forme d'angoisse. Ce n'est pas seulement la peur de l'abandon, c'est une guerre civile entre ce que tu ressens véritablement et ce que tu te permets d'admettre. Chaque fois que tu réprimes ta colère pour éviter la confrontation, chaque « ça va » murmuré alors que tu te fracturais intérieurement, chaque fois que tu acceptes un comportement contraire à tes valeurs, tu creuses davantage cette séparation. L'angoisse se fait plus vive, non pour te punir, mais pour te protéger. C'est la tentative de ta psyché de rétablir l'équilibre, de concilier la distance entre qui tu es devenu et qui tu es vraiment. Tu ressens ce poids dans ta poitrine parce que tu cherches à comprimer ta vérité expansive dans les attentes étouffantes de quelqu'un d'autre. Tes pensées en alerte ne sont pas fortuites. Ton esprit tente désespérément de résoudre une équation impossible, maintenir le lien sans t'effacer. Et cette peur de les perdre persiste parce qu'en réalité, tu reconnais que tu as déjà perdu quelque chose de plus précieux, ta connexion à toi-même. Cette souffrance ne disparaîtra pas avec leurs promesses ou leur retour temporaire. Le problème n'est pas leur inconsistance, mais ta déconnexion de ta propre boussole intérieure. Tant que tu chercheras à l'extérieur ce qui ne peut être reconstruit qu'à l'intérieur, l'anxiété restera ta compagne, non pas pour te nuire, mais pour signaler les besoins les plus profonds de ton âme. Cette fragmentation interne n'est pas la fin de ton histoire, mais une invitation, douloureuse, certes, mais nécessaire, à réintégrer les parts de toi que tu as abandonnées pour une acceptation conditionnelle. Elle te demande d'écouter ce malaise persistant et de récupérer les fragments de ton identité sacrifiée pour mériter l'approbation.
Pour comprendre réellement pourquoi tu reviens sans cesse vers quelqu'un qui te fait souffrir, il te faut oser affronter ce qui se tapit dans l'ombre de ton inconscient. Les aspects rejetés de toi qui, bien que dissimulés, régissent tes schémas les plus destructeurs. C'est dans cette obscurité que réside la clé de ta libération. La sombra, l'ombre, selon Jung, se révèle quand tu te poses la question la plus inconfortable. Et si tu n'étais pas seulement la victime de mauvais choix amoureux, mais l'architecte inconscient de ta propre souffrance? Tu crois choisir tes relations, mais si les dimensions les plus occultes de ta psyché prenaient ces décisions à ta place? Peut-être n'est-ce pas la malchance que tu te retrouves toujours lié à des personnes incapables de satisfaire tes besoins, mais la mise en scène inconsciente de ta propre ombre. Jung avertissait que ce que tu résistes persiste, et nulle part cela ne se vérifie davantage que dans nos attachements toxiques. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce qui reflète ton moi caché. C'est pourquoi tu répètes les mêmes schémas, avec des visages différents. Tu changes le nom, le contexte, la circonstance, mais le motif reste identique. Tu sacrifies tes besoins, l'autre te blesse, tu justifies son comportement, tu te donnes davantage, tout en appelant ça dévotion. Ce n'est ni un malheur ni un destin imposé, c'est un schéma interne en quête de résolution. Choisis-tu souvent des partenaires émotionnellement inaccessibles? Ceux qui t'obligent à gagner leur respect pas à pas? Ceux qui passent de l'intensité à la froideur? Interroge-toi sur ce que ces relations te révèlent tes parts refoulées. Peut-être nies-tu ton besoin d'indépendance, ta colère saine ou ton droit de te prioriser, et c'est pourquoi tu es attiré par ceux qui incarnent ces qualités à l'excès. L'ombre opère par projection. Tu détestes chez l'autre ce que tu refuses en toi. Tant que tu continueras à nier ces aspects, ton ombre attirera des situations qui les reflèteront, t'obligeant à enfin les voir. Il ne suffit pas de quitter une relation toxique. Il faut comprendre ce qui te pousse à la choisir encore et encore. Cela exige un courage extraordinaire, la volonté de te tourner vers l'intérieur et d'admettre que le motif n'est en toi. Ces schémas ne se sont pas construits au hasard. Ils sont nés de blessures précoces, de besoins non comblés et d'adaptations de survie qui, jadis protectrices, entravent désormais ta capacité à établir un lien sain. La pulsion à répéter n'est pas une punition, mais la tentative de guérir ce qui reste inachevé. Comment transformer ces schémas inconscients en choix conscients? Comment intégrer ta part d'ombre plutôt que de continuer à la projeter? La réponse réside dans le processus d'individuation. Ce voyage jungien de réappropriation de ton intégrité en faisant face à ce que tu as nié et en découvrant que ce que tu redoutais le plus en toi peut détenir la clé de ta libération. Et lorsque tu commenceras ce chemin, tu feras une découverte contre-intuitive. La véritable liberté ne consiste pas à oublier cette personne. Il survient un moment où la douleur devient si insupportable qu'une part de toi se brise. J'ai moi-même connu cet instant critique où tu ne peux plus maintenir la division entre le masque que tu portes et ton essence. Ce point de rupture, aussi dévastateur soit-il, marque le début réel de ta guérison. Jung appelait cet effondrement le premier pas de l'individuation, l'instant où tu cesses d'être otage de tes schémas inconscients pour entamer la reconstruction de ton unité. Ne te méprends pas. Il n'y aura ni citation inspirante, ni affirmation réconfortante. Ce sera un face-à-face avec tout ce que tu as fui. Tu devras affronter tes blessures les plus profondes, tes souffrances d'enfance, et reconnaître qu'à bien des moments, tu n'étais pas une victime passive, mais un acteur de relations reflétant tes parts non guéries. Non pas parce que tu voulais souffrir, mais parce que ces schémas constituaient ta seule carte pour naviguer dans l'attachement. Je sais à quel point il est douloureux d'admettre cela. J'ai moi-même voulu crier « J'ai tout donné !» et je l'ai fait, sauf l'essentiel. Porter un regard honnête sur mes parts blessées qui me poussaient toujours vers qui ne pouvait pas me voir. L'individuation commence quand tu arrêtes de chercher à changer l'autre et que tu te mets à explorer ton propre monde intérieur. Quand tu te demandes
Pourquoi me sens-je vide sans son approbation? Quelle part de moi croit ne pas mériter un amour constant? Qu'essaie-je de guérir chez cette personne qui ne peut être guérie qu'en moi? Ces questions brûlent et exposent des nerfs dénudés. Chaque révélation blesse, mais porte en elle une graine de liberté. Chaque fois que tu choisis la conscience plutôt que l'illusion, tu reprends un fragment de ton pouvoir. Chaque limite que tu poses, chaque fois que tu écoutes ta vérité au lieu de la nier, chaque silence choisi plutôt que de mendier des miettes d'attention, tu dis oui à ton moi profond. Tu brises la fausse identité créée pour plaire et tu commences à construire quelque chose d'authentique. La prise de conscience la plus transformatrice survient quand tu réalises que leur présence ou leur absence ne définit plus ta valeur. Celle ou celui qui paraissait être ton monde entier occupe désormais sa juste place. Ni démon ni sauveur, juste un être humain avec ses propres blessures. Leur incapacité à t'aimer reflète leur déséquilibre, pas ton manque. Jung affirmait que le privilège d'une vie est de devenir qui tu es déjà sous les masques et adaptations. L'individuation n'est pas un passage vers un toi nouveau, mais un retour à ta nature essentielle, maintenant renforcée par la conscience de tes ombres et de tes dons. J'ai vu ce processus se dérouler dans ma vie et dans celle de tant d'autres brisées par des relations incapables de contenir leur intégralité. La douleur initiale du lâcher-prise se révèle après coup comme l'effondrement nécessaire à la reconstruction. Ce qui ressemble à une mort devient une porte ouverte vers une existence plus authentique. Et voici ce qu'on ne te dit jamais sur le véritable lâcher-prise. Il ne s'obtient pas par la force, les pardons hâtifs ou le détachement artificiel. La libération survient quand tu te tiens pleinement présent à ta douleur, quand tu t'autorises à ressentir ce que tu as évité. Lorsque tu cesses de fuir le deuil et la colère, quelque chose de miraculeux se produit. Ces émotions, laissées libres d'exister sans jugement, amorcent leur propre transformation. Se détacher est pragmatique, non mystique. C'est une décision traduite en action quotidienne concrète, non un moment soudain d'ivresse émotionnelle. Beaucoup restent coincés à attendre de se sentir prêts pour avancer et ainsi demeurent piégés indéfiniment. La vérité du détachement est limpide. Les comportements d'abord, les émotions ensuite. Tes sentiments mettront des semaines, parfois des mois, à rattraper tes actes. Si tu patientes d'être prêt pour prendre de la distance, tu resteras accroché indéfiniment. Les systèmes émotionnels ne se recalibrent pas tant qu'ils reçoivent des renforcements intermittents de la même personne qui les a déséquilibrés. Commence par des changements mesurables. Supprime leurs contacts, efface les rappels numériques, fixe des limites claires à la communication. Il ne s'agit pas de gestes spectaculaires, mais de pas pragmatiques qui permettent à ton système nerveux de se réinitialiser. Chaque fois que tu résistes à la tentation de vérifier leur réseau, tu reconfigures des circuits neuronaux qui associaient leur approbation à ta survie. Ce qui nourrit cet attachement n'est pas la personne elle-même, mais la fonction symbolique qu'elle occupe dans ton inconscient. Elle incarne des schémas non résolus de ton histoire, dynamiques parentales, blessures infantiles ou croyances fondamentales sur ta valeur. Quand tu prends conscience de cela, tu comprends que la souffrance n'est pas liée à leur disparition, mais à la nécessité de récupérer ces parts de toi restées en suspens. Les symptômes de sevrage, pensées obsessionnelles, fluctuations émotionnelles, malaise physique, témoignent d'une dépendance psychologique, non d'une connexion cosmique. Ton cerveau a lié cette personne à des réactions neurochimiques proches de la dépendance. Comprendre cette base biologique te permet de dépersonnaliser le processus et d'envisager la guérison comme une rééducation neurologique et non comme un échec sentimental. Beaucoup confondent intensité et intimité, drame et passion, anxiété et amour. Ces confusions naissent de schémas d'attachement précoces où l'affection intermittente enseignait que la stabilité était désintérêt et la turbulence, importance.
Repérer ces distorsions te permettra de choisir des relations plus saines. La prise de conscience cruciale n'est pas d'oublier cette personne, mais de te retrouver. Pas la version de toi façonnée pour obtenir son approbation, mais ton être authentique, existant avant son influence et persistant après. Cela implique de réidentifier les intérêts, points de vue et passions que tu avais abandonnés et de les réintégrer un par un. Jung enseignait que la liberté psychologique naît de l'intégration de ce que nous avons rejeté, non de la fragmentation dans le déni. Cela signifie reconnaître ta participation au schéma dysfonctionnel et ta capacité à choisir différemment aujourd'hui. Même si tu n'as pas causé le mal, guérir reste ta responsabilité. Ce qui lie la plupart des gens à ceux qui les blessent n'est pas l'amour, mais le deuil non résolu. Pour la relation imaginée, pour les parts de soi sacrifiées, pour le futur espéré. Traiter ce deuil requiert de nommer précisément ses pertes et de t'autoriser à en ressentir l'impact émotionnel sans recourir aux mécanismes d'évitement qui perpétuent l'attachement. L'étape finale du détachement n'est ni le pardon ni l'oubli, mais la neutralité fonctionnelle, que la pensée de cette personne cesse de déclencher des réactions émotionnelles intenses. Cet état ne s'obtient pas par une positivité forcée, mais par des limites cohérentes, une moindre exposition et une attention consacrée à ton propre développement. Quand tu as vraiment lâché prise, tu n'as pas besoin de prouver ta progression, à toi-même ou aux autres. Tu remarques simplement que les jours passent sans y penser, que ton énergie se tourne vers de nouvelles expériences et que ton équilibre émotionnel se stabilise. Cette transition s'accomplit graduellement, par l'accumulation de petites décisions, non par des gestes héroïques. Ce qui demeure après un détachement sain n'est pas le vide, mais l'espace, la place pour des relations alignées sur ton moi authentique plutôt que sur tes schémas compensatoires. La capacité à nouer des liens depuis la plénitude plutôt que la carence. L'aptitude à repérer les signaux d'alarme, non comme des défis à surmonter, mais comme des informations guidant des choix plus judicieux. Jung disait que le privilège d'une vie est de devenir qui tu es vraiment. Peut-être que la forme la plus pragmatique du lâcher-prise est la décision, prise avec toute la clarté de ta raison, de ne plus jamais t'abandonner pour obtenir l'acceptation conditionnelle de quiconque, pas parce que c'est noble, mais parce que ça fonctionne. Si ce message t'a touché, n'oublie pas de t'abonner pour en découvrir davantage. Et si tu souhaites soutenir la chaîne, un super thanks serait inestimable.